Julien, bonjour. Moi, c'est Julien. Alors, on se connaît, clairement. Donc, moi, je travaille pour le Festival du Nouveau Cinéma. Toi Alors, moi, je travaille pour Ubisoft en tant qu'analyste en assurance qualité. Et à côté de ça, je suis blogueur en cinéma également. Parce que l'idée, c'est qu'on se connaît, mais est-ce qu'on se connaît vraiment? Tu vois, ça va être ça, cette discussion. Et, c'est exactement ce qu'on va voir dans les 30 prochaines minutes. Okay. Donc moi, juste pour préciser les choses aussi, parce que je ne sais pas si tu le sais vraiment, mais je travaille au Festival du Nouveau Cinéma en tant que programmateur, je programme des films, tout ça, donc voilà. Donc là, maintenant, ça peut commencer notre discussion. Exactement, et d'ailleurs, je vais enchaîner sur la première question. Ah oui, c'est toi qui commence en plus. Oui, c'est moi qui vais commencer, c'est comment tu es devenu programmateur pour le FNC? Comment je suis devenu programmateur pour le FNC? En fait, le FNC est venu me chercher, crois-le ou non. Donc, moi, alors, on va reculer en arrière après, mais donc moi, je travaillais pour le Festival Fantasia, les premières époques, la version première en fait de Fantasia, donc en tant que programmateur, directeur de la programmation pour la section asiatique, des choses comme ça. Je travaillais pour le Festival du cinéma chinois aussi. Donc voilà, et à un moment donné, le FNC est venu me chercher en fait. L'idée, c'était de rajeunir et dynamiser le public. Donc voilà. Est-ce que ça a été couronné de succès à ton avis? Oui, ça a bien marché. Ça a bien marché. Là, il fallait que je fasse ma place. Je voyais ce qui manquait au festival. Je voyais les tendances actuelles. En fait, le but du jeu, c'était de bousculer un peu tout, quoi. D'avoir un terrain de jeu où on puisse être un peu plus rock'n'roll aussi. Non pas que ça l'était pas avant, mais ça avait quand même perdu quelque chose. Donc, il y avait une sorte de bloc de béton un peu officiel de la culture, et c'est normal. Je veux dire, le cinéma évolue vers ça. Et en parallèle, il y avait des choses qui avaient explosé d'un peu partout, dans d'autres cinématographies. Donc l'idée, c'était de ne pas les perdre de vue. Et c'est normal, chacun a son expertise. Et donc l'idée, c'était de ramener ce cinéma qui aurait pu être pensé comme une sorte de marge et qui pourtant ne l'était pas du tout. C'est plus une vieille génération, et ça c'est pas du tout péjoratif, mais qui pouvait voir ça comme quelque chose de marginal ou niche, mais en même temps, pour qui s'intéressait à ça, savait que ça allait bousculer toute la donne. Donc voilà, c'est toute la génération post-Tarantino, c'est tout le cinéma asiatique, Hong Kong, Japon, cinéma de genre, tout ça qui était en train d'être bousculé et qui prenait de plus en plus de place. Et voilà, les festivals les plus officiels ont pris du temps à se mettre dessus, et ici à Montréal c'était pas mal justement avec Fantasia, avec des choses comme ça où on amenait toutes ces choses-là. Donc voilà, ça c'est moi. Oui. Donc ça c'était ta première question. Exactement, ça fait du stock. Hein, bon, ma première question, c'est c'est quoi donc à Ubisoft contrôle et un analyste en assurance qualité. Un analyste en assurance qualité, ça a l'air sexy. Hein. D'abord, est-ce que on dit un ASQ par exemple dans les milieux informés? Non, il y a beaucoup d'acronymes, mais pas celui-là. Tu n'es pas un ASQ. Hein, non. D'accord. Alors qu'est-ce que ça fait un analyste? Je vais essayer de vulgariser ça très rapidement, mais en gros, un analyste en assurance qualité. Tu sais qu'il y a des jeunes femmes qui vont nous écouter, donc il va falloir que ce soit un peu sexy cette histoire. Oui, alors je vais faire ce que je peux. Très bien. Mais donc globalement, très rapidement, parce que honnêtement, c'est quand même pas très sexy, mais c'est quand même très important. Donc un analyste en assurance qualité, notamment dans le jeu vidéo, c'est de, en gros, mettre en place des stratégies de validation des jeux pour justement prévenir l'apparition et l'implémentation finalement de bugs, l'introduction de bugs plutôt, dans les jeux. Donc ça prend, c'est ça, et donc il faut qu'on joue au jeu bien évidemment, mais il faut aussi qu'on analyse d'un point de vue système ce que ça va impliquer quand on développe une fonctionnalité du jeu, quand on va introduire certains designs, etc. Donc c'est vraiment de regarder tout ça en amont pour ne pas que ce soit mis en production. Et l'autre volet en fait de mon travail, c'est d'automatiser aussi principalement toute cette portion-là, parce que maintenant en fait on crée des jeux de plus en plus gros, qui coûtent de plus en plus cher à faire avec de plus en plus de personnes. Et donc évidemment, même si on a des testeurs qui vont parcourir le jeu justement et chasser les bugs au quotidien, c'est pas suffisant.
Donc l'idée, c'est de vraiment essayer d'automatiser cette validation et ces tests-là pour pouvoir couvrir l'entièreté de l'univers des jeux qu'on développe. Donc à gros traits, on va dire que c'est ça, analyste en assurance qualité. Donc si on joue au jeu et que tout se passe bien, c'est grâce à toi. Et à d'autres aussi, évidemment. Alors oui, surtout, pas tout seul, je ne prendrai bon, pas quand même. Je ne prendrai pas tout le mérite ni tout le blâme sur cette portion-là, mais en gros, oui, c'est sûr que nous, on est le filet de sécurité pour dire que les jeux qui sont livrés par Ubisoft et puis donc d'autres, on va dire des concurrents, mais globalement que les jeux qui sortent sont jouables et sans problème majeur en fait, pour que ça reste quand même un niveau de qualité acceptable pour les joueurs. Parce que tu ne l'ignores pas que, par exemple, avant que le dernier Assassin's Creed sorte, John Carpenter avait dit que c'était le jeu qu'il attendait le plus, par exemple. Tout à fait. Et donc, a-t-il été déçu ou pas? C'est ça la grande question. Moi, je t'avoue que je n'ai pas fait le suivi. J'avais vu parce qu'il me semble que c'était sur Twitter qu'il avait mentionné ça. Puis c'est sûr que quand John Carpenter dit quand même que c'est le jeu qu'il attend le plus. Parce que tu as travaillé sur Assassin's Creed. Parce que j'ai travaillé effectivement sur le dernier Assassin's Creed, donc Assassin's Creed Valhalla. Et oui, c'est flatteur. Même si, bon, à titre tout à fait personnel, j'adore le cinéma de Carpenter, je suis peut-être un peu moins convaincu quand il donne son avis sur certaines productions. Mais bon, là, en l'occurrence, j'ai quand même apprécié le fait. Tu penses qu'il a été déçu ou pas déçu? Non, je pense pas, parce que c'est quand même un gros gamer. Et puis bon, malgré tout, en toute objectivité, bien évidemment, mais je pense pas que Assassin's Creed Valhalla soit le pire jeu qui soit sorti ces dernières années. Donc je pense qu'il a dû être globalement satisfait. Jusque-là, tout va bien, quoi. Les gens d'Ubisoft qui regardent ça se disent, OK, oui. Là, il s'en sort bien, lui. Après, j'imagine que ça dépend qui regarde quoi. Je pense que de toute façon, le gros révélateur, ça reste les chiffres de vente, et ça, de ce point de vue-là, ça a quand même été un énorme succès. Après, d'un point de vue plus créatif, et donc ça, c'est la portion aussi qui fait le pont avec le cinéma, je pense que globalement, l'univers du jeu et tout ce qui a été créé autour, que ce soit la musique, que ce soit les designs, que ce soit même les graphismes, etc., tout ça, ça fait que ça a quand même été une production relativement bien reçue par l'ensemble de la profession, par les joueurs, mais aussi même à l'extérieur. Donc je ne suis pas très étonné non plus que des cinéastes, alors évidemment pas forcément que des cinéastes de premier plan comme Carpenter, mais je pense que ça peut quand même donner des idées intéressantes, des pistes de réflexion intéressantes justement en termes de création. Moi, j'avais passé ici au Festival du Nouveau Cinéma, par exemple, en tant que programmateur. On avait fait la première mondiale du tout premier film Ubisoft, Assassin's Creed, un truc de 30 minutes, je crois, à l'époque. Et alors non, c'est pas vrai, c'était probablement la première. Je crois que ça avait été lancé au Comic-Con ou un truc comme ça. Et ensuite, mais c'était la première projection salle devant public, cinéma, justement dans le milieu du cinéma, dans un festival de films. Okay. C'était une sorte de... Et là, tu parles du film, du long métrage qu'ils avaient fait avec Michael Fassbender, ou c'était une production qui était sortie avant? Il y avait eu un court métrage qui était vraiment une production 100% Ubisoft Montréal. Bon, quand on dit 100% Montréal, il y a plein de gens qui sont impliqués. Et c'était pas mal, c'était un peu l'émeute ici. Ouais. J'imagine que justement ce côté transmédia, on va dire, quand même flatte aussi, mine de rien, le public plus gamer. Par contre, moi, la question que j'ai par rapport à ça, c'est qu'est-ce qui a fait que... Parce que, en gros, le temps zéro, en général, je prends pas trop de risques, à mon avis, c'est que tu essaies de trouver des productions, des films qui sortent un peu de l'ordinaire. Et donc là, en l'occurrence, qu'est-ce qui a fait que tu avais programmé ça, finalement? Parce que même si ça pouvait peut-être détonner, mais je veux dire, c'est quand même un grand nom, c'est quand même une franchise installée qui parle, je pense, à pas mal de gens, qu'ils soient joueurs ou non. Donc qu'est-ce qui avait fait que tu avais pu programmer ça? Il est évident que le jeu vidéo et le cinéma sont faits pour se rencontrer à un moment donné. Ça s'est fait plus ou moins bien, dépendamment des choses, mais il est clair que les choses se développent vers là. Encore une fois, ça a été la grande questionnement. À partir du moment où le jeu vidéo explosait, on ne voyait pas comment le cinéma pouvait rivaliser avec quelque chose qui se regarde et se joue et qui va durer à peu près 2 semaines au lieu d'1 heure et demie ou de 2 heures en matière d'expérience. Et en plus, il y a la notion d'immersion totale dans le jeu vidéo. Donc c'est clair que c'est très dur de rivaliser avec le jeu, et en même temps le jeu vidéo a aussi ce désir d'aller vers la notion de cinématique et d'avoir quelque chose
qui est plus large qu'un simple jeu. Donc, à cette époque-là, c'est clair que ça s'en va vers là. Du côté de Ubisoft aussi, je pense qu'il y avait cette ambition d'aller vers un studio de cinéma. Je ne sais pas où ça en est maintenant, mais Montréal, tout ça. Donc c'est clair que ça, c'est exactement le genre de choses dont on veut, que je veux passer, pour peu que ce soit bien intéressant. Si ça n'a aucun intérêt, non, mais en plus, visuellement, tout ça, là, il y a une ambition de créativité. Donc ça, c'est exactement ce qu'on cherche, et aussi justement cette espèce de film, parce que là c'est un film, qui va sortir du cinéma pour aller du côté du jeu vidéo, et donc attirer d'autres types de publics, parce que l'idée c'est que les publics... c'est l'éternel truc avec le cinéma, c'est qu'on va chercher un public. Le public, il est extrêmement ciblé, extrêmement focalisé, on sait qui il est, on sait comment le faire venir, ou en tout cas c'est ce qu'on cherche à savoir. Et il y a ce truc où tout d'un coup, si tu peux avoir différents types de personnes dans une même salle et que les gens peuvent se retrouver devant une même chose, là, ça fait du sens. Là tu as un truc qui existe pour une bonne raison, pour moi en tout cas. Par exemple, si je programme, on va retourner vraiment sur le cinéma, mais je ne programmerai pas un film de genre, disons un film d'horreur, qui ne plairait qu'à des fans de films d'horreur. Si je programme un film d'horreur, c'est parce que je me dis, ça peut intéresser des gens qui n'iraient jamais voir un film d'horreur et qui se diraient, ah, c'est vachement bien, en fait, c'est le fameux en fait. Pareil pour un film d'arts martiaux, pareil pour un film d'animation japonais. Ce sera toujours le déclic. Je vais le regarder en me disant, est-ce que ça n'intéresse qu'un type de fan? Et dans ce cas-là, si tel est le cas, non, moi, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas comme public. Moi, je veux dire, je peux avoir du plaisir personnel à regarder quelque chose, mais si ça ne va pas élargir, si ça ne va pas être juste du très bon cinéma qui plaît à tout le monde, ça ne va pas forcément m'intéresser à l'amener devant tout le monde. Moi, je programme pour tout le monde, a priori. Et est-ce que, dans les faits, je veux dire, est-ce que tu l'as observé finalement? Quand tu programmes, disons, un film d'horreur, tu vois, Ouais. est-ce que tu peux constater que ça va appeler d'autres personnes que des fans de films d'horreur? Oui, tout à fait. Tu vois, par exemple, le Festival du Nouveau Cinéma, c'est pas Fantasia, donc c'est pas des fans. Il y a un truc de cinéphilie, il y a une histoire, il y a tout ça. Et donc ces gens-là, ils vont venir aussi s'ils sont à moindrement curieux. C'est toujours très difficile de faire venir des gens pour des films qu'ils ne connaissent pas. Mais par contre, forcément, il y aura cette rencontre, et il y a des gens qui ont vu des choses qu'ils ne connaissaient pas avant. C'est ça le but. Moi, je me souviens, quand j'ai commencé au Festival du Nouveau Cinéma, par exemple, quand je passe un film de Shinya Tsukamoto, il y a 10 personnes dans la salle. Pour moi, c'est terrifiant, c'est consternant. Là, tu es prêt à jeter tout par terre, ou un film de Johnny To, par exemple, ou d'autres choses. Mais par contre, en matière de public, parce que c'est ça ce que je fais, essaye d'être très orienté sur le plaisir de cinéma, de découverte. Je sais que ces 10 personnes qui vont voir ces films-là vont revenir, parce qu'ils ont découvert quelque chose et ils ont bien aimé cette chose. Et après, ils vont en parler et tout ça. Donc, c'est un peu ça le but du jeu, c'est de rejoindre des gens qui ne connaissent pas vraiment ces choses-là et qui vont les aimer et qui vont revenir. Voilà. Mon but absolu, c'est que les gens fassent confiance à des programmateurs en disant « Ok, il a programmé ça, je ne connaissais pas, c'était très bien. » Et donc, je lui fais confiance. Je me suis trouvé dans des salles où il y a des gens, justement, avec des invités en me disant « Mais pourquoi tu es là ?» et tout ça. Puis la personne dit « Je ne savais pas, là, il n'y avait rien qui jouait à ce moment-là. » Puis je suis rentré, puis j'ai regardé le synopsis, je me suis dit « Oh, pourquoi pas ?» Et là, la personne dit « J'ai trouvé le film sublime, tout ça. » Et puis c'est comme « Oui. » Bon, en même temps, à titre tout à fait perso, du coup, ça faisait aussi partie de ma programmation fétiche quand j'ai lancé mon site. Et du coup, c'est sûr qu'en partant, ça te dit, tant qu'à faire, je vais essayer de découvrir des films qui sortent de l'ordinaire, qui me font sortir de ma zone de confort, dont je ne connais absolument rien. Donc c'est sûr que ça fait partie de la démarche cinéphile aussi, mine de rien, derrière tout ça. Donc c'est sûr que je pense que ça reste quelque chose de précieux, de garder cette approche-là. Même si justement ma question, c'est derrière de dire est-ce que vraiment dans les faits ça se vérifie, c'est aussi pour voir est-ce que le public, de manière générale, suit derrière tout ça, tu vois, est-ce que ça se vérifie en termes d'entrée, etc., pour que ça puisse perdurer et être pérennisé.
Tout à fait, c'est pour ça que tu es là aussi. Je sais que tu aimes bien les films que je passe au festival, donc voilà, mais surtout, tu es là aussi parce que si les gens viennent, c'est avec la critique. Et donc tu fais, toi, ce qu'on appelle un blog cinéma qui est très très bien, qui s'appelle halluciné.net, que j'aime beaucoup. Et donc on est là aussi pour parler de ça, parce que tu travailles à Ubisoft, mais tu fais aussi un blog cinéma, donc tu es un critique de cinéma, cette nouvelle génération de critiques de films. Et d'où je viens moi aussi d'ailleurs, puisque je faisais un fanzine qui est un peu à l'époque, donc c'est à l'époque l'équivalent des blogs en fait. Donc c'est c'est ce travail journalistique qu'on va dire alternatif, qui n'est pas officialisé, qui n'est pas payé souvent. Donc voilà, qui est du côté du bénévolat, donc forcément de la passion. On n'est pas là juste pour payer les fins de mois. Donc il y a ce truc un peu de critique, un peu... Ouais, cette espèce d'énergie passionnée pour essayer de faire découvrir des choses, en fait. On n'est pas dans une sorte de logique implacable de parler des choses qui sortent parce qu'on s'est fait dire il faut que tu parles de ça parce que les gens vont les voir, parce que... Voilà. Moi, c'est ce qui m'avait plu dans ce travail à l'époque, quand je faisais le magazine, le fanzine Screen Machine, justement. En fait, combler un... Pas un vide, forcément, mais un trou. Ouais, mais c'est ça. En fait, il y a deux choses, et puis ça dépend jusqu'où on pousse la logique, en fait, parce que ce qui est sûr que le gros avantage, en fait, d'avoir un blog ou un fanzine, et à plus forte raison si ça ne nous rapporte pas d'argent, on va dire, c'est quelque part, on a une liberté de ton qui est totale. Donc ça, c'est sûr que du coup... quand on veut découvrir et faire découvrir des films, des œuvres à la limite, de manière générale, l'avis, on va dire, de quiconque ne compte pas, c'est juste le nôtre qu'on veut partager, et ça c'est une grande force parce qu'au moins on n'a pas un distributeur ou un ou une attachée de presse qui va faire pression en disant vous avez critiqué mon film de manière négative et ça va pas du tout, donc la prochaine fois on vous donnera pas de place ou ce genre de choses. Donc ça c'est le gros avantage. Par contre, après, c'est que ça dépend jusqu'où on veut le pousser. C'est-à-dire que je pense que la grande force de ces blogs, de ces sites ou des fanzines, encore une fois, c'est justement de conserver cette liberté de ton. Par contre, dès qu'on commence à vouloir pousser le curseur un peu plus loin, et notamment, mine de rien, dans une logique de festival, de commencer à dire, si je pouvais quand même avoir des accréditations, ou si je peux aller à des projections de presse, etc., parce que, comme tu le disais, on ne fait pas partie du sérail officiel et ce genre de choses, c'est là où les questions peuvent commencer à se poser, à savoir, est-ce que je vais trop loin dans ce que j'écris, au prix d'être blacklisté quelque part derrière, ou alors, là, on trouve des moyens détournés, des achats de DVD, Blu-ray, ce genre de choses, pour compenser éventuellement le fait d'être éventuellement blacklisté en fonction de ce qu'on aurait pu dire. Mais voilà, ça peut être une arme à double tranchant, là-dessus, mais oui, comme tu dis, je pense que ça vient combler un trou dans cette logique-là, parce que justement, quelque part, on est attaché à rien, donc on peut se permettre éventuellement d'y aller à fond en fonction de notre ressenti. Tu vois, moi, en tant que programmateur de festival, par exemple, mon défi et ma frustration extrême année après année, qui devient de pire en pire, en fait, avec la critique, donc on va dire plus institutionnelle, c'est qu'il est impossible d'avoir des retours ou des critiques sur des films qui ne sont pas officiellement connus. C'est impossible. Pourtant, ici, là je vais parler ici, pourtant ces films-là sont énormes ailleurs, dans d'autres pays. C'est-à-dire, c'est pas rien d'avoir X film ou X film ou X film, tu le sais que c'est à partir du moment où il sortira quelque part en France, les salles seront pleines, aux États-Unis on sera plein, au Japon aussi, blablabla. Mais il est impossible qu'il y ait des gens qui prennent des risques maintenant pour parler de quoi que ce soit. Donc, le premier réflexe, ça sera toujours le film de Cannes dont tout le monde a parlé, aura la plus grosse couverture et il n'y a rien qu'on peut faire. Et après, il ne reste plus rien. Et donc, le public ne peut pas être au courant que ces choses-là existent et passent. Donc ils ne peuvent pas venir à partir du moment où on n'est pas au courant. Donc le seul truc pour moi, c'est le bouche à oreille et la communauté justement de gens qui
font confiance, qui vont découvrir des choses. Qui est la même chose que pour Fantasia aussi d'ailleurs, ça marche aussi comme ça. Mais après, bon, Fantasia, il y a plus ce côté convention d'une certaine manière où tout le monde va ensemble pour tout voir. Mais à un niveau plus cinéphile, disons, où on cherche un film qui va être très bien, on a besoin que quelqu'un te dise « Oh, il faut que tu voies ça ». Donc là, la critique ne remplit plus ça pour, en tout cas, tous ces films que moi, qui moi, m'intéressent. Et qui pourtant sont en pleine expansion. Ça va exploser, là, tout ce cinéma-là. Moi, je me souviens, j'étais étudiant à Concordia, par exemple, où à un moment donné, j'avais une présentation à faire. Donc, j'avais choisi de faire ça sur Bruce Lee. Donc là, moi, j'étais dans mon fanzine cinéma asiatique, c'est ça, il y avait un gros focus là-dessus. Et à Concordia, tout d'un coup, on m'arrête pour me dire ça n'a rien à voir, ça n'a rien à faire dans une classe de cinéma. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et dans ma tête, c'est comme, mais attends 2 ans, et tu vas voir que tu auras tort. Et c'est vrai qu'on était en pleine explosion d'une mouvance qui venait de Hong Kong, dont on parlait dans des milieux bien informés, et qui allait être un raz-de-marée, et qui a changé littéralement la face du cinéma américain dans les années 90. Là, il ne faut pas se leurrer, mais voilà, c'est ce genre de choses où, à un moment donné, il faut être curieux, il faut prendre des risques, il faut savoir ce qui se passe. Donc, moi, je passe mon temps à voir des films dont personne ne parle, juste parce qu'on ne sait pas ce que c'est. Et on fait pas. Donc voilà, les blogs sont importants pour moi, mais même là, de plus en plus. En fait, le problème derrière tout cet écosystème, finalement, c'est que je vais prendre l'exemple de Red Post on Esher Street, que tu avais programmé l'an dernier, et où là, pour le coup, c'était, en tout cas pour moi, là, ça avait été une révélation totale. Je ne suis pas familier du cinéma de Sion Sono, et donc là, concrètement, c'était mon premier. Je me prends une claque, littéralement. Donc là, j'en ai pas fait une critique parce que, mine de rien, après, on a chacun nos difficultés. Pour ma part, c'est plus difficile de faire une critique ou un article vraiment constructif pour rendre justice à un film que j'ai apprécié que l'inverse. Mais bref, j'avais quand même relayé l'info sur les réseaux sociaux, etc., pour dire, voyez absolument ce film-là. Le problème derrière, c'est la bascule. Dire que, c'est sûr qu'à l'échelle d'un petit blog, d'un petit site de cinéma comme le mien, la caisse de résonance n'est pas très forte, mais comme tu dis, après, il n'y a pas eu cette caisse de résonance au niveau des médias plus installés. Et donc ensuite, le film derrière, globalement, ça va faire 1 an, finalement. On n'en entend juste plus parler, en fait. On a appris qu'il y allait avoir une sortie DVD Blu-ray d'ici la fin de l'année, là, normalement. Mais finalement, c'est un film qui n'existe pas. Et donc, derrière ça, après, nous, on a beau dire, tout le monde a beau dire, regardez absolument ce film-là, etc., bah, le grand public, les proches, les gens qui seraient intéressés, en fait, derrière, vont dire, bah oui, mais comment je le vois, ce film-là? Et donc, le problème derrière, c'est qu'il y a aussi ça donne aussi cette image, on va dire, à mon avis, là, entre la dynamique des festivals, la dynamique des sites. Il y a cette espèce d'entre-soi qui reste en disant, bon, bah, ok, Red Post on Esher Street, pardon, je pense pas que ce soit un film élitiste du tout, je pense pas que ce soit un film d'art et essai. C'est vraiment un film pour tout le monde, en fait. C'est ça, c'est un film qui est quand même grand public dans ce que ça veut raconter, sauf que finalement, la bascule vers le grand public est pas faite. Et donc, du coup, ce grand public va se dire, bah oui, mais c'est quoi encore ce film genre arty, ou ce genre de choses qui, finalement, on ne verra jamais, etc. Et donc, ce film-là n'existe plus. Ouais. Et donc ça, mine de rien, c'est quand même extrêmement frustrant parce que, oui, bon, moi, à mon niveau, je peux en parler, et puis ça me fait extrêmement plaisir de diffuser dans un sens comme de l'autre, d'ailleurs, de dire j'adore un film, je veux le partager, ou à l'inverse, je déteste le film, je veux que vous le sachiez. mais derrière, après, ce qui peut être extrêmement frustrant quand même, c'est de dire, bon, ben, ça ne bouge pas, on va dire, au niveau d'une presse un peu plus installée qui serait à même justement de diffuser la bonne parole, entre guillemets. Et donc ça n'existe plus trop, on va dire comme ça. Donc ça, c'est dommage, en fait, parce qu'il y a beaucoup de films comme ça que tu peux programmer, mais d'autres personnes dans d'autres festivals, évidemment, là, mais qui, finalement, restent dans ce cadre-là, et on n'en entend plus parler derrière. Ça, c'est quand même assez mais par contre, triste.
avec un minimum d'expertise, tu sais que ce truc-là, il sortira en DVD Blu-ray, qu'il aura une très bonne réputation, que le mot va se passer, qu'il sera épuisé en vente probablement, à partir du moment où il y aura des belles éditions, que des gens vont les voir et vont être influencés. C'est ce genre de truc. Oui, bien sûr. Et l'idée, c'est d'être là avant et de l'avoir vu à ce moment-là. Ça a toujours été le nerf de la guerre, d'une certaine manière. Et c'est vrai que Montréal a beaucoup de chance là-dessus. Il y a beaucoup de choses qui sont passées ici avant que ce soit découvert par ailleurs, ou alors qui passaient ici à l'époque et ensuite qui sont reprises un petit peu plus tard en France. Et à partir du moment où c'est repris en France, ça explose. Mais ici, ça n'a pas explosé. C'est ce genre de situation où... Donc ça c'est une dynamique que tu as observée, du coup, en disant, tu as pas mal de films Tout à fait, ouais. Ben, même un Fantasia, à l'époque, c'était assez rigolo. C'est-à-dire que toute la vague de cinéma d'horreur japonais commence ici, clairement. Mais en fait, ou alors Jonito, ou des choses comme ça. Mais en fait, les Français viennent ici, découvrent ça ici, ramènent ça en France, disent à Canal+, oh, il faut acheter ça, il faut faire ci, il faut faire ça. Et là, à partir du moment où ça va en France, là, tout d'un coup, on en parle beaucoup plus. Dès que Canal+ va sortir tel film, là, ça crée un vrai engouement, parce qu'il y a des critiques, en fait, en France, qui, eux, vont se lancer là-dessus. Et donc, le public plus large va le savoir, les chaînes de télé les achètent et tout ça. Et là ça explose. Mais bon, c'est vrai que Montréal, le Québec n'est pas forcément un aussi gros marché que Paris ou Los Angeles ou des choses comme ça. Mais il y a quand même ce relais, là, à un moment donné, qui marche quelque part et qui ne marche pas ailleurs. Et ce n'est pas une critique. Je veux dire, les blogs vont faire ce travail, justement. C'est ça que je trouve bien. À plus petite échelle, mais en bout de ligne, ça va fonctionner aussi. Mais plus tardivement, en fait, ça va prendre plus de temps. Mm-hmm. Ouais. Non, puis c'est sûr que le fait de couvrir des films qui sortent de l'ordinaire, ou en tout cas de la programmation attendue, c'est sûr que il y a deux avantages. Il y a l'avantage pour le site pour dire, bon, ça peut drainer un peu de trafic, comme on dit dans les milieux initiés, vers le site, donc ça c'est intéressant pour nous, mais aussi à l'inverse, c'est sûr que ça donne un peu on va dire de couverture, et éventuellement aussi relayer l'info à un public un peu plus large. Mais ouais, non, c'est sûr que c'est pas évident de ce point de vue-là. L'intérêt est là, l'intérêt est fort, de dire on veut porter des œuvres un peu plus de niche, un peu plus confidentielles qu'on apprécie. Mais par contre, comme tu disais, il y a cet écosystème qui est là, c'est comme ça que ça fonctionne, mais c'est justement dans cet écosystème-là d'arriver à faire en sorte d'en sortir pour diffuser vraiment le message. Ça, c'est quand même vraiment pas évident. Mais bon, écoute, après, on va voir pour la programmation de cette année, après tout. Écoute, on verra bien. Et d'ailleurs, si tu peux en dire un peu plus sur la programmation de cette année, parce que moi, je serais vraiment curieux de savoir quand même ce que ça donne. Ah bah écoute, ça va être top. Ça va être magnifique. Pas de doute. Extraordinaire. Non, mais c'est vrai en plus. Mais bon, je ne sais pas ce que je peux dire pour l'instant. Non, ça je comprends, mais ce que je veux dire, c'est en termes de sensibilité, d'approche. Ça va être extrêmement varié. Moi, en bout de ligne, quand je regarde une programmation, une fois qu'elle est finie, je me dis deux choses. Un, est-ce que ça plaît à un public ? Dans le sens où est-ce qu'il va aimer découvrir des choses ou aimer être confronté à des choses, qu'elles soient agréables ou pas agréables. Hein. Le cinéma, c'est un spectre. Et après aussi, est-ce que le spectre fonctionne ? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a assez il faut des films différents. Mais en même temps, c'est cette notion, est-ce qu'il y a assez de films qui sont complètement différents, à des pôles quasiment opposés, mais qui en même temps sont dans la même identité de cinéma. C'est-à-dire, moi, ce que je cherche, c'est un cinéma qui va être très libre, très libre d'essayer des trucs, d'être plus casse-gueule, plus rock'n'roll, et ça ne veut pas dire pas grand public du tout, loin de là, justement. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses maintenant qui sont en train de se faire du côté d'un cinéma qui essaye de rejoindre un grand public de manière autre, justement, contre une sorte d'hégémonie d'un blockbuster à l'américaine ou d'une comédie à la française ou un truc comme ça. Donc là, il y a des films qui sont vraiment très bons pour le public. Voilà, il y en a. Je ne sais pas quoi dire. Non, mais écoute, tout. Il faut regarder cette section qui s'appelle Temps Zéro. C'est là où je travaille particulièrement depuis 2 ans. Enfin, depuis toujours, mais plus particulièrement là, dans le festival. Et donc voilà, ça va être... Alors du coup, si je reviens juste un peu en arrière par rapport à cette approche-là, tu vois, en termes programmation
et finalement fanzine / blogueur. Comment toi, tu as fait la bascule finalement? Moi, c'est la même chose. Je programme. Alors, pour conclure, par exemple, c'est ça, je programme exactement comme j'écrivais sur le cinéma, c'est-à-dire mon but, c'est d'amener des choses différentes que j'ai aimées, que je sais que d'autres aimeraient, parce que je m'attends à ce que d'autres personnes fassent la même chose avec moi. C'est cette espèce de truc d'aider les choses à exister, parce que je pense que c'est pas pour combler encore une fois un vide, mais plus un manque. Tout le monde veut voir des choses qui sont différentes, et de plus en plus, tout ressemble un peu à tout. Ça ne veut pas dire que les choses ne sont pas bien, loin de là. Pour moi, il y a toujours ce truc, des bons films, il n'y a que ça. Si on regarde le cinéma américain, ils sont tous bons. Ils sont tous bien faits, bien joués, intelligents, avec des sujets, blablabla. C'est pas ça que je vais chercher. Je vais chercher des choses qui essayent d'être beaucoup plus libres par rapport à une structure, par rapport à une manière de penser, de faire du cinéma, quitte à être un peu plus casse-gueule, quitte à... Oui, c'est ça, de perdre un public à un moment donné, mais pour le rattraper plus loin. Je pense que tout le monde veut voir des choses différentes. Et si ça peut être un film qui est plaisant pour le public, et encore une fois, plaisant ne veut pas dire rigolo. Ça peut être très dérangeant, mais avec un plaisir de vivre quelque chose. Voilà, moi, c'est ça. Le cinéma de Hong Kong à l'époque, et ce qu'on faisait avec le magazine, c'est la même chose. C'est d'amener des choses pour que les gens sachent que ça existe, sans pédagogie aucune, mais avec un truc genre, ok, c'est là que ça se passe, faut regarder ça, c'est ça qui va changer les choses après, dans une sorte de routine quotidienne du cinéma, là il se passe quelque chose, voilà. Et dans un festival, année après année, c'est de dire, là il est en train de se passer quelque chose, et on va le découvrir maintenant, pas dans 2 ans, enfin, ça va influer les choses, et ça aura une influence, mais au moins on l'aura vu maintenant. Donc voilà, c'est ça. Okay. Et toi, juste pour terminer, parce qu'il nous reste peu de temps apparemment, et donc toi, comment tu fais pour gérer ton temps là? Donc Ubisoft, 9 à 5 et plus, j'imagine, en période effectivement, intense, et ton site. Écoute, c'est pas très compliqué. Hein. Globalement, le jour, le travail pour Ubisoft, et puis le soir, et même le début de la nuit en fonction des périodes, notamment les périodes de festival, ça va être pour écriture pour le site en fonction de l'inspiration, parce qu'encore une fois, vu que je fais un peu ce que je veux sur mon site, si je suis pas inspiré, je ne publie pas, mais par contre, si je suis en période de festival en particulier, et puis que là, vraiment... j'ai envie de défendre certains films ou quoi, là je vais produire à ce moment-là. Mais oui, je pense qu'il n'y a rien de très original dans le découpage de mes journées. Ça fait des journées très longues par moment, mais oui, c'est un peu comme ça que ça se passe. Hein. Je pense qu'il y a toujours le côté... alors après, c'est pas pour dire qu'il y a un travail plus alimentaire que l'autre, mais je vais avoir mon emploi sur la première de mes passions, ce qui me permet de consolider le quotidien, on va dire. Et puis après, pour le reste, j'essaie de faire vivre la deuxième passion, qui est le cinéma, de manière un peu plus détournée, mais ouais, on va dire que les journées se découpent de cette façon-là. Après, voilà, encore une fois, ça va dépendre des moments, et c'est pour ça que notamment, il y a des périodes de creux sur le site, parce que là, très clairement, je ne vais pas avoir le temps, comme finalement pas mal de vidéastes amateurs sur YouTube ou ce genre de choses qui vont produire pas mal de contenu quand ils ont le temps. Et puis parfois, il y a des gros trous, parce qu'à un moment donné, on a tous des impératifs qui font que... mais bon, l'idée c'est quand même de faire vivre le site pour qu'il garde une certaine visibilité, mine de rien, parce que ça aussi ça assoit une certaine légitimité, et en même temps c'est aussi une façon, mine de rien, de pouvoir accéder justement aux programmations des festivals en particulier, pour dire à un moment donné, moi je veux découvrir et je veux voir ce que donne telle section dans tel festival ou ce genre de choses, et mine de rien avoir un site, un fanzine éventuellement, parce que mine de rien, il y a un petit retour au papier. Ah, ça c'est bien. Mais moi, je me questionne à l'idée de ramener le fanzine que je faisais. Ah ben voilà. Donc c'est des trucs que je regarde aussi sur ton site pour voir comment je pourrais faire ça. Ouais. Clairement, tu vois, ça assoit une certaine légitimité là-dessus, même si évidemment le halluciné.net n'a pas la prétention de faire du travail journalistique au même titre que des critiques de cinéma installées, mais ça montre aussi par l'exemple que il y a des points de vue différents qui peuvent exister, ça peut être éventuellement intéressant ou non, mais au moins il y aura discussion, et voilà, ça sert de porte d'entrée
à un univers dans lequel finalement moi, au quotidien, à titre tout à fait perso, dans lequel j'évolue pas finalement. Mais je vais quand même découvrir par l'entremise du blog ce que ça donne. Donc cette rencontre, c'était un piège, je te signale, parce que donc, la section Temps Zéro du Festival du Nouveau Cinéma, halluciné.net, et donc tous les gens qui vont nous entendre vont se dire « Ah tiens, je vais aller le voir pour savoir quel film voir à Temps Zéro. » Effectivement, il va falloir que je mette les bouchées doubles, mais voilà. Effectivement, venez. On se retrouve de toute façon au festival. Tout à fait. En tout cas, merci d'avoir accepté de discuter. Merci à toi pour ce moment. C'est ça. Et on se retrouve très bientôt sur nos terrasses respectives. Voilà. C'est un rendez-vous. Super.